Ok, alors je suis ravie de vous revoir pour cette troisième conférence sur le cycle qui nous intéresse donc depuis quelques semaines maintenant sur la question du corps, l'art chevillé au corps. Et aujourd'hui, on va partir de cette question du dépassement du corps modèle et se demander comment le corps de l'artiste devient outil. Pour cette conférence, j'ai choisi ensemble avec l'équipe du Pavillon Blanc trois artistes qui sont Caroline Schneemann, Piero Manzoni et Orlan. Ces trois artistes sont un petit peu moins connus que Yves Klein, qui semblerait être la référence dans la question du corps-outil. Et c'est consciemment que j'ai choisi de ne pas parler d'Yves Klein, justement, pour vous présenter aussi d'autres aspects moins connus et qui sont notamment, dans le cas de Caroline Schneemann, qu'on va voir en premier, en train d'être reconsidérés par les historiens et historiennes de l'art, puisque pendant sa très longue carrière, elle a été très mal vue, elle a été assez exclue des grands musées pour des raisons qu'on va analyser ensemble. Et justement, à la fois Caroline Schneemann et Piero Manzoni sont des artistes qui ont gravité aussi autour d'Yves Klein, qui ont commencé leur carrière artistique dans les années 50-60. Donc ils sont quand même assez proches de lui. Et il me semblait aussi que Yves Klein était peut-être une référence un peu plus connue. Si vous ne connaissez pas Yves Klein, je vous invite à aller voir son travaux, notamment les anthropométries, qui était donc une utilisation claire du corps de la femme nue comme outil, comme pinceau. Donc il enduisait ces femmes de peinture bleue, il les faisait presser leur corps sur une toile et ça créait du coup des traces qui sont ces anthropométries. Mais justement, nous, on va dépasser un peu cette idée-là de l'outil de la femme, enfin du corps de la femme comme pinceau. On va aller un peu plus loin. Et effectivement, les œuvres que je vais vous présenter sont quand même assez particulières, avec beaucoup de nudité, des choses quand même très très osées, qui seraient peut-être plus compliquées à faire aujourd'hui en 2022. On va en discuter, notamment le recours à du faux sang, à des animaux morts, des choses comme ça. Donc je vous demande d'être ouverte et ouvert d'esprit, et je vous dis aussi s'il y a des choses qui sont un peu rudes pour vous, pour des raisons qui X ou Y, vous pouvez aussi sortir de la salle. Enfin, il n'y aura rien de fou non plus. Enfin, voilà, ça va aller, mais je préfère quand même vous prévenir que ce sera un petit peu dans ces zones-là que ça va se situer. Et puis ça nous permettra aussi de faire une sorte d'introduction vers la prochaine conférence qui sera donc le 3 janvier, où on va s'intéresser à l'image du corps souffrant. Donc on ira encore plus loin dans les particularités de l'art contemporain, même si on parle d'un art contemporain un peu spécifique, puisqu'on est quand même principalement dans les années 60, et ce sera un peu pareil la prochaine fois aussi. On va dépasser les années 60, certes, mais ça, ces premières décennies de ce qu'on considère officiellement comme l'art contemporain, puisqu'on a une datation approximative à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour qualifier d'art contemporain vraiment les formes expérimentales des avant-gardes de la deuxième moitié du XXe, même si ça se discute. En tout cas, on va vraiment parler de ses origines, puisque les artistes qu'on présente aujourd'hui, c'est vraiment des artistes pionniers et pionnières de la performance, de l'art corporel, etc. Et pareil, comme la dernière fois, je vais vous parler d'Orlan pour terminer, et je pars du principe peut-être un petit peu stéréotypé que beaucoup d'entre vous ont vu l'expo aux abattoirs d'Orlan, justement, qui a eu récemment. Et si c'est pas le cas, en tout cas, on va pas parler de ses œuvres les plus connues, on va regarder plutôt des choses un peu alternatives et un peu secondaires, pour le dire négativement, mais vraiment liées à cette question du corps de manière un peu moins superficielle, on va dire. Voilà, donc comme à chaque conférence, je vous précise que la sélection est non exhaustive, très personnelle, et que je vous présente mon avis ici relié à une continuité d'histoire de l'art, bien sûr, mais que vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi, que ça peut complètement se discuter. D'ailleurs, je ne demande que ça. Donc, sans plus tarder, je commence. On va commencer donc par l'artiste la moins connue, selon moi, de ces trois artistes que je vous présente aujourd'hui. C'est Caroline Schneemann, qui est une artiste américaine. Et je voulais simplement commencer par vous montrer cette affiche superbement non centrée sur mon slide, mais c'est pas grave, ça va aller. De l'exposition Body Politics, qui va avoir lieu jusqu'en janvier 2023 au Barbican au Royaume-Uni. Et de cette exposition, j'ai, en faisant quelques recherches, tiré un petit extrait de Lotte Johnson, qui en fait a travaillé sur le montage de cette exposition.
et qui, dans le catalogue, nous raconte que Caroline Schneemann considérait sa vie et son travail comme un processus incessant de transformation. C'est important de commencer par ça pour bien comprendre la carrière et les procédés de création de cet artiste, ce processus de transformation. Et ça m'a fait penser à un extrait d'interview de David Bowie que j'ai vu récemment, où il raconte que le danger pour un artiste, c'est de rester cantonné à sa zone de confort. Et que dès qu'on se sent un petit peu trop à l'aise, selon lui, il faudrait prendre des risques et aller un petit peu au-delà de cette zone de confort. C'est vrai que ça, c'est une question qui est assez spécifique et qui pose vraiment question aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'artistes où on va avoir une sorte de patte, un style reconnaissable avec des choses qui sont toujours un petit peu de la même thématique ou avec la même colorimétrie et qui sont vraiment facilement reconnaissables entre autres, ce qui peut être un avantage quand on essaye de naviguer justement dans l'histoire des arts et comprendre un peu qui est quoi. Et en même temps, c'est aussi quelque chose qui est critiquable dans le sens où le fait d'être facilement reconnaissable, c'est aussi lié à cette idée d'être facilement marchandisable, d'avoir une sorte d'identité, comme un logo, comme une marque en fait. Je vous donne un peu les deux aspects, justement parce que dans la carrière de Caroline Schneemann, il y a énormément de complexité, de diversité, et elle-même parle de sa carrière comme quelque chose qui a été fait en layers, donc en différentes couches, qui demande différents points de vue, qui demande de vraiment s'intéresser à aller au-delà de la superficie, parce que souvent les œuvres qu'elle fait ne sont pas belles au premier abord, donc on revient à la première conférence qu'on a eue ensemble, mais elles ont un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus politique, qui va être très relié aussi à son époque, notamment donc les années 60 à New York, et à la question qui l'a beaucoup hanté aussi des différentes guerres, notamment celle du Vietnam, mais aussi d'autres conflits. Et comme je vous disais, Caroline Schneemann n'a pas été reconnue pendant sa carrière pour ce qu'elle a fait, mais ça a été vraiment dans les dernières décennies de sa vie. Donc elle est décédée en 2019. Et dans les dernières décennies, on a commencé à vraiment travailler sur sa production, écrire des articles, des textes, et vraiment la mettre à l'honneur aussi dans des grandes expositions. Mais vous allez voir que ça a été très très compliqué tout au long de sa carrière. Je vais vous raconter ça avec un choix de quelques petites anecdotes bien particulières. En tout cas, juste pour vous dire, pour info, qu'elle a eu le Lion d'or de la Biennale de Venise en 2017, lors de la 57e édition, pour l'ensemble de sa carrière. Donc il y a quand même eu une consécration officielle, mais qui est arrivée très tard, juste avant sa mort. Et qui n'a pas, comment dire, alléger le fait que ça a été très compliqué pendant toute sa carrière et qu'elle a dû aussi avoir des boulots alimentaires tout au long de sa carrière d'artiste jusqu'à quasiment la fin. C'est important d'avoir un peu ce contexte aussi. Et puis, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler d'elle, mais c'est quand même une artiste qui est pionnière dans le body art et la performance et qui est extrêmement peu connue. Moi-même, j'ai dû faire beaucoup de recherches sur elle et ça n'a pas été facile de trouver des sources. Même sa page Wikipédia est très courte, alors que pour ses homologues américains donc, qui ont fait à peu près le même parcours, donc elle a commencé par l'expressionnisme abstrait, donc vous avez ici une toile peinte, et elle s'est orientée après plutôt dans la performance et dans l'utilisation de son corps. Pour les homologues masculins ayant eu à peu près la même carrière, il y a des pages et des pages sur Wikipédia et sur elle, c'est assez succinct et court. Donc ça veut aussi dire quelque chose, même si c'est assez anecdotique. Alors, on commence ici du coup avec un travail de 1957, qui est à peu près le moment où elle commence sa carrière artistique. Il faut savoir que Caroline Schneemann est fille de médecin de campagne. Donc elle a grandi dans la ruralité en Pennsylvanie. Et elle a toujours accompagné son père lors de son travail et son père a toujours trouvé important de lui montrer dès que possible comment fonctionne le corps, l'intérieur du corps, avec une vision aussi très crue. Elle raconte aussi qu'elle a beaucoup travaillé à la ferme, qu'elle a dû s'occuper très régulièrement, alors je ne sais pas comment on dit, je vais dire un truc horrible, mais de décapiter des poulets, c'est pas du tout ça le bon terme, enfin de préparer des poulets pour qu'ils soient mangés, quoi. Je n'ai pas le bon vocabulaire pour ça.
Mais il y a un extrait d'une de ses interviews où elle raconte qu'il y a entre 15 et 20 têtes de poulet qui y passaient chaque semaine, quoi. Et elle faisait la dissection, la préparation en étant adolescente. Et c'est intéressant de connaître ce détail biographique personnel parce que vous allez voir que au travers de son œuvre performative ensuite, ça revient. Mais commençons d'abord comme cette peinture du coup qui l'inscrit vraiment dans la veine des peintres expressionnistes américains des années 60. Donc vous voyez, elle déménage à New York en 1961. Elle va faire diverses écoles d'art et elle va vraiment beaucoup s'intéresser aux études d'art, même si sa famille n'est pas du tout de cette culture-là à la base. Et elle fréquentera d'autres expressionnistes abstraits comme Jackson Pollock, Willem de Kooning, Jasper Johns ou encore Mark Rothko. Néanmoins, elle raconte que la carrière en tant que jeune artiste et aussi en tant qu'étudiante en art venant vraiment de la peinture, puisque c'est son art numéro un, en tout cas originel, a été très difficile pour elle et qu'elle a eu énormément de mal à s'imposer dans ce milieu qui est très machiste à l'époque, spécifiquement à New York dans les années 60. Et qu'elle a eu beaucoup de remarques, beaucoup de difficultés vraiment à s'imposer dans ce milieu, ce qui l'a aussi poussé à aller expérimenter au-delà de la peinture dans l'art de la performance qui naissait réellement dans les années 60, enfin qui commençait à prendre vraiment de l'importance. Juste un petit détail sur cette œuvre en particulier, c'est une huile sur toile qui est montée sur un tour de potier et qui en fait peut se toucher et qui se tourne. Donc qu'elle a peint aussi comme ça, avec ce système donc de faire tourner sur elle-même cette peinture et de venir y mettre les coups de pinceau en vraiment s'intéressant beaucoup au mouvement et aux interactions entre le support qui tourne sur lui-même et comment le bras, la peinture vont intervenir avec ça. Et ça va faire aussi une suite après dans ce qu'elle va faire. Vous allez voir, il y a un fil rouge qui se délie vraiment là. Une petite anecdote que je voulais vous raconter un peu particulière, c'est que dans une des écoles d'art où elle a été étudiante, elle a carrément été exclue parce qu'elle a présenté lors d'une exposition de travaux d'étudiants et étudiantes un dessin de nu de son partenaire de l'époque avec partie génitale voyante, mais tout à fait classique, un exercice de pose après le nu. Et donc c'était en 1960 et ça a créé un tel tollé qu'elle a été exclue de l'école. Donc quand même première pierre angulaire un peu particulière. Bon, pour moi c'est assez difficile d'imaginer ça parce qu'on a toujours cette image un peu en tant que jeune historienne de l'art des années 60 comme des décennies extrêmement ouvertes d'esprit avec des avant-gardes très expérimentales. Mais la réalité c'est que les artistes qui faisaient ce genre de choses dans les années 60, et là on n'est même pas encore dans la performance expérimentale, sexualisée, etc. On est vraiment juste dans un exercice très, très académique, mais qui avait vraiment une réception très très difficile en fait pour ces artistes-là qui étaient un peu hors cadre pour les années 60. Mais c'est que le début. Justement, cette histoire du mouvement et du geste, elle va vraiment l'intéresser et une de ses premières performances, enfin, c'est pas ses premières performances, c'est une des performances les plus connues, c'est celle-ci, donc Up to and Including Her Limits, que je vais traduire littéralement par jusqu'à et incluant ses limites. Donc il date de 76. C'est une performance qui est très intéressante parce qu'il y a donc un espace recouvert de papier au sol et au mur qui crée en fait un diptyque, c'est sur deux parties, et il y a cette espèce de comment appeler ça, baudrier suspendu. Donc un système qu'elle a mis en place en fait en travaillant d'abord à partir d'un arbre dans son jardin. Où elle va en fait passer donc des heures à se suspendre, à se balancer, à vraiment éprouver son corps et à dessiner par le biais du mouvement de son corps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une continuité avec Yves Klein et les anthropométries. Mais elle en parle elle-même en disant donc elle est arrivée à Paris quelques années, enfin elle est venue à Paris quelques années après le décès d'Yves Klein, donc elle n'a jamais vu, elle a jamais rencontré Yves Klein, elle n'a jamais vu ses performances en vrai, mais elle a été très proche de l'ancienne compagne d'Yves Klein. Et son avis à elle sur ses anthropométries et sur la manière dont Yves Klein utilise le corps des femmes comme outil
est assez critique. En fait, ce qu'elle reproche à Yves Klein, c'est de ne jamais être dans les performances, d'être simplement chef d'orchestre. Et ce qu'elle va faire, et ça va être la première artiste à faire ça, c'est de vraiment mettre son corps dans l'œuvre et d'éprouver son corps à elle. Et c'est quelque chose de très important qui va se retrouver après dans d'autres performances, donc on en reparlera. Une autre image de cette performance, donc vraiment sur une fin de session où le corps est vraiment éprouvé, épuisé, et on retrouve un peu cette esthétique donc post-expressionnisme abstrait américain, où on reconnaît aussi des interactions qu'il peut y avoir avec des œuvres de la même époque de Jean-Michel Basquiat, par exemple. Imaginez-vous une de ces toiles, il y a vraiment ce côté gribouillé, la ligne est très importante, mais une grande place est laissée au hasard. Et là, on la voit en noir et blanc, mais c'est une œuvre qui est très colorée. Et aujourd'hui, quand cette œuvre est exposée, elle est exposée donc avec encore ce baudrier suspendu. Et il y a eu énormément d'autres artistes qui ont fait de la performance dans les décennies suivantes qui se sont inspirés de cette œuvre. Vraiment beaucoup, beaucoup d'artistes, même très connus. Et souvent, sa place, on va dire, première, en tout cas aux avant-postes, a été éclipsée notamment, enfin pour plusieurs raisons, parce que c'était une femme qui a commencé dans les années 60 et que c'était très compliqué de se faire une place à l'époque, en tout cas à New York. Mais aussi parce qu'elle a eu un propos très vite très lié à la sexualité, avec une vision politiquement engagée, très féministe pour la libération du corps et des standards de beauté, enfin aller au-delà des standards de beauté classiques, mais aussi une vision de la sexualité très politisée dans le sens où elle opposait justement la violence de la guerre, notamment avec l'exemple du Vietnam, à la puissance de la sexualité comme acte d'amour, comme acte de se donner entièrement à quelqu'un de manière très vulnérable. Et si ça vous intéresse, il y a des interviews où elle parle de ça en détail qui sont vraiment très intéressantes. Et où elle, alors c'est une vision un petit peu qui correspond aussi à la philosophie hippie de ces années-là. Mais pour elle, le fait de parler ouvertement et sans tabou de sexualité dans cette vision politisée, c'était très important. Et pour ça, elle a recueilli de nombreuses critiques, parce que c'était une artiste qui était féministe et qui mettait en avant aussi l'existence de désirs sexuels chez elle et une sorte de libération sexuelle où il y a eu aussi une ambiguïté parce qu'elle a été donc très critiquée du côté, on va dire, patriarcal classique, mais aussi très, très critiquée du côté des féministes des années 60 et 70 qui lui reprochaient de jouer sur le côté séduction, qui lui reprochaient aussi d'être une femme très belle. C'était quand même des époques avec des confrontations politiques très très acerbes, notamment au niveau du féminisme. Et il y avait vraiment cette question de... il lui était reproché d'être trop belle pour pouvoir être féministe, sachant que c'était aussi une femme qui était très très intellectuelle, qui était très passionnée par la culture, qui s'est beaucoup intéressée notamment dans toute sa carrière à la mythologie grecque, aux déesses cycladiques, aux figurines, à la sculpture vraiment antique. Et cette question de être une femme à la fois intelligente et cultivée, à la fois belle et séduisante et prônant un désir charnel, et en même temps engagée dans une forme de performance avant-gardiste, c'était trop d'informations en même temps dans une même personne, et ça lui a été reproché de toutes parts. Donc vraiment une vie où elle a dû enchaîner les batailles et se justifier sans cesse sur tous ces fronts-là. Et en même temps, c'est quand même une artiste qui a fait des choses très très osées et très très tentées, comme cette performance-là, qui s'appelle Interior Scroll, qui signifie déroulement intérieur. Excusez ma traduction un peu approximative. En fait, elle raconte qu'elle a rêvé une nuit de cette performance et elle a voulu la mettre en scène, mais initialement, c'était pas censé être pour l'espace public. Et puis, en discutant avec des amis artistes, elle a fini par se dire bon, je vais le tenter. C'est une performance qui n'a été faite que 2 fois, à 2 reprises, et qui alors, il y a plusieurs légendes. N'a pas été filmée pour la légende A et a été filmée pour la légende B par une ancienne amie de Caroline Schneemann
qui se disait féministe, mais qui a refusé de lui donner cette vidéo après la performance et qu'il a gardée en sa possession jusqu'à sa mort il y a très peu de temps. Donc on ne sait pas encore ce que cette vidéo est devenue. En tout cas, elle a fait une retenue d'informations sur cette trace de vidéo. Donc les seules traces qu'on a de cette performance sont photographiques. Donc je vous explique, c'est une performance dans laquelle Caroline Schneemann va lire des extraits d'un livre qu'elle a écrit sur Cézanne. Cézanne qui était une figure très très importante pour elle, mais elle a longtemps pensé que Cézanne était une femme, par pur hasard, erreur hasardeuse. Et en fait, elle va développer tout un propos qui part de Cézanne et qui va en fait se révéler être vraiment un manifeste féministe. Sauf que ça, c'est écrit sur un petit rouleau de papier qu'elle va insérer dans son vagin et qu'elle va en fait dérouler petit à petit et qu'elle va lire au fur et à mesure qu'elle le déroule nue sur un piédestal devant la salle. C'est ça sa performance. Et ça a été quelque chose qui n'est pas arrivé d'un jour à l'autre. Et c'est ça que je trouve intéressant justement dans l'analyse du processus de création autour de la performance. Ça a duré des années en fait pour qu'elle mette vraiment en forme cette performance-là. Ça lui est venu d'abord avec ce rêve, puis elle est passée par le dessin, puis elle est passée par le texte, la recherche, et ensuite ça s'est cristallisé en performance. La première trace qu'on ait d'un dessin qui commence à montrer l'envie de faire cette performance, c'est 74. Et il va se passer 1 an avant la première représentation en 75, et ensuite elle va refaire une seconde représentation seulement en 77. Et elle n'en refera pas d'autres. Et il y a vraiment aussi cette notion de ne faire la performance que 2 fois dans sa vie et ne pas vraiment mettre en place d'éléments pour la filmer où elle va vraiment prôner, et ça va être beaucoup assumé avec l'art de la performance, de faire un art qui n'est pas marchandisable, qui n'est pas commercialisable. Bon, ça pose aussi la question de la démocratisation de ce genre de forme d'art et de ce qu'il en reste. Mais en tout cas, ça va être vraiment une pierre angulaire de sa pratique. Et souvent, elle est connue que pour sa pratique de performance, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi. Une autre performance avant de passer au reste, donc c'est Meat Joy de 1964, donc la joie de la viande. Voilà. Et là, elle va en fait inviter toute une série d'autres personnes à performer avec elle, mais elle va performer dans ce groupe de personnes. Donc toujours cette critique un peu à Yves Klein qui agissait comme un chef d'orchestre en dehors de la performance. Elle va, comme elle dit, se salir les mains dans la performance. Et très littéralement, puisque justement, dans cette performance, il est question de se jeter de la peinture dessus, d'utiliser donc de la viande crue, du poisson cru et de mimer une sorte de grand regroupement de corps dans une sorte de joie un peu macabre. Et c'est une performance qui va faire vraiment date, notamment parce qu'elle a énormément choqué, je pense que vous vous en doutez, et parce qu'il y avait vraiment ce côté prôner une figure féminine avec un désir extrêmement cru et qui était très loin en fait de cette espèce de figure féminine idéalisée, maquillée, très lisse, mais vraiment dans une sorte de fureur de vivre. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre petite anecdote. J'ai vraiment beaucoup lu sur elle. Je trouvais sa vie très intéressante. En fait, elle a beaucoup enseigné en école d'art et en université, justement pour avoir une pratique rémunérée, puisque sa pratique artistique n'était pas reconnue officiellement. Enfin, en tout cas, elle lui permettait pas de vivre. Et dans une des universités où elle a enseigné pendant de très longues années, s'est passé un épisode en 1995 où elle a fait une installation parce qu'elle était en charge de la classe art féministe et performance. Et elle a fait une sorte d'installation avec des voiles teintés de faux sang rouge, des panneaux féministes, enfin toute une installation par laquelle il fallait en fait passer pour pouvoir accéder à une certaine partie de l'école. Et un de ses collègues l'a convoquée pour aller boire un café et lui a annoncé qu'ils allaient la virer. En 1995, alors qu'elle avait quand même déjà une renommée, en tout cas dans les milieux alternatifs depuis les années 60.
Et donc elle pose la question de pourquoi, enfin, quelle est la raison, puisque le cours se passe bien, les étudiants et étudiantes sont contents. Enfin. Et en fait, la raison, c'est que les collègues hommes, en grande majorité, s'étaient réunis et avaient dit qu'elle leur faisait peur et c'est ce qu'ils lui ont dit, en fait, littéralement, ils avaient l'impression que c'était une sorcière. Et donc, depuis cet épisode, on verra avec Orlan que c'est quelque chose de récurrent, parce que Orlan aussi s'est fait licencier d'un emploi à cause de qui elle était et de sa pratique. Et cette posture de la sorcière, elle est intéressante, et Caroline Schneemann, en tant que personne très curieuse intellectuellement, a fait donc des recherches sur l'étymologie du mot sorcière en anglais, donc witch. Et en fait, ça vient d'une sorte de langage païen. Et l'étymologie, c'est Wicca, donc ça s'écrit W-I-K-K-A. Et en fait, Wicca, ça veut dire une personne qui sait manier les plantes guérisseuses de manière à guérir les autres. Donc c'est ça l'étymologie du mot sorcière, en anglais en tout cas. Et elle a trouvé ça tellement intéressant qu'elle a assumé ça comme identité. Et en fait, justement, en montrant que même ses collègues d'université, en lui donnant ce mot, se trompaient complètement sur la définition même, l'étymologie, le sens premier lié à la guérison par les plantes, quoi. Je trouve que c'est vraiment une façon de raisonner qui est très intéressante, qui m'a beaucoup plu. Je voulais juste vous lire une petite citation que j'ai trouvée d'elle. Donc, durant des années, on a regardé mes travaux les plus audacieux comme si c'était quelqu'un d'autre à l'intérieur de moi qui les avait faits. Ils étaient considérés comme masculins parce qu'ils étaient vus comme agressifs et osés. Et elle a vraiment dû se battre contre ce regard en fait un peu sceptique d'une certaine partie de son public sur sa création. Je vous montre une autre image de Midjoy, donc qui montre vraiment ce foisonnement décor et en même temps ce lien un peu morbide et étrange avec les poissons et les cadavres d'animaux morts. Et justement, quand je vous disais en introduction que ce genre d'œuvre, c'est peut-être très compliqué à refaire aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce que notamment dans l'établissement et la construction de mes différents cours d'histoire des arts, je me suis un peu intéressée aussi à ces œuvres qui ont fait scandale en utilisant justement des animaux vivants ou morts. Et il y a toute une évolution, notamment qui se cristallise beaucoup dans les années 90, où il y a des réactions très fortes, notamment de la PETA et d'autres associations de protection des droits des animaux, sur l'utilisation des animaux dans les œuvres d'art contemporain. Il y a notamment une œuvre de Huang Yongping qui s'appelle Le Théâtre du Monde, qui date des années 90, je ne sais plus quelle année, qui est en fait une sorte d'énorme structure en bois avec des vitres en plexi, où on voit des scorpions, scolopendres, serpents, fourmis mis dans un même espace, se dévorer entre eux, comme une sorte de microcosme qui ferait une métaphore à notre monde à nous. Et en fait, cet artiste a eu beaucoup de soucis justement avec ces associations de protection des droits des animaux suite à l'exposition de cette œuvre. Alors, je n'émets pas de jugement ou d'avis là-dessus, je vous expose juste des faits, mais c'est vrai que ça pose question quand même aussi sur ce choix conjointement du corps comme partie prenante entière de la performance, mais aussi de l'utilisation du cadavre animal, en sachant que ça fait aussi lien personnellement à son enfance, son adolescence en milieu rural, et aussi à ce côté corps vu comme quelque chose de médicalisé, de très scientifique par le métier de son père en fait. Donc elle n'a pas fait que des performances, elle a aussi travaillé avec la photographie et le collage, comme ici avec iBody et toute une série de travaux qu'elle appelait ses Transformative Actions, donc actions transformatives. Et en fait, c'est vraiment toute une série d'images où elle est dans son atelier et elle va se prendre en photo et vraiment réfléchir à la notion d'autoportrait fragmenté. Elle va se prendre en photo avec de la peinture sur le visage. Je ne sais pas si vous voyez la ligne qu'elle a du front au menton.
avec différents types de maquillage, avec du faux sang qui coule sur ses joues, et toujours avec cette idée de couper en morceaux son image et de la fragmenter. Et elle va aussi beaucoup travailler avec le verre comme matériau, comme support en fait, tout au long de sa carrière. Et je voulais vous montrer notamment ses œuvres pour rebondir après avec Orlan sur cette question de l'autoportrait et de l'idée de montrer l'artiste dans son atelier au travail, mais aussi qui se met en scène sans que ce soit une sorte de culte de la personnalité magnificateur. En fait, là, on est plus dans une espèce d'étrangeté inquiétante. Et je me souviens toujours de cette anecdote de quand elle a été taxée de sorcière, cette idée aussi d'assumer cette posture-là et de vraiment la revêtir comme une identité. Caroline Schneemann a aussi fait des installations. Donc l'installation, c'est vraiment une forme artistique typique de la deuxième moitié du XXe, notamment des années 90. Et je vous parlais tout à l'heure de son engagement politique à l'encontre justement des guerres, qu'elle qualifie vraiment de quelque chose de purement masculin. Alors il faut savoir aussi que Caroline Schneemann vient vraiment de cette vague du féminisme des années 60-70, où les œuvres d'art féministe, donc c'est vraiment un courant des années 70, l'art féministe, avec notamment Judy Chicago par exemple, c'est vraiment des œuvres où on va faire des hommages à d'autres femmes artistes, à des femmes qui ont inventé des choses, etc. Par exemple, Judy Chicago, elle va reproduire la scène, l'idée du repas, mais en mettant seulement des éléments qui font hommage à chaque fois à une grande femme artiste ou une inventeuse ou des choses comme ça. Et il y a vraiment cette notion d'opposition très forte aux hommes dans cette première vague du féminisme. Après, ça change beaucoup au travers des décennies. Il y a plusieurs vagues de féminisme et il y a plusieurs positionnements un peu différents. En tout cas, Caroline Schneemann, elle va vraiment utiliser cette notion, cette image, pardon, de la serpillière. Et là, vous ne voyez pas parce que c'est une image, mais il y a une sorte de mécanisme qui fait que la serpillière va taper la télévision. Donc ça remonte, hop, ça tape. Et sur cet écran de télévision, on voit des images de villages libanais et palestiniens détruits. Et elle va vraiment détourner ces codes un peu de la femme au foyer pour montrer aussi que elle est une artiste engagée politiquement, au-delà du travail sur l'autoportrait, au-delà de la performance. Et elle va vraiment faire beaucoup de témoignages très politisés en s'opposant fermement à la guerre, surtout en tant qu'américaine, qui a été quelque chose de très dur pour elle, que ce soit celle du Vietnam ou celles qui ont suivi ensuite. Donc c'est une artiste très prolifique parce qu'elle va travailler avec tout un tas de médiums, de techniques, de supports différents, pas uniquement avec son corps, mais avec cette œuvre-là, par exemple, elle va aussi métaphoriser l'image du corps de la femme au foyer, qui utilise cet outil un peu qui cristallise l'idée du ménage, de s'occuper de la maison, pour justement exercer une sorte de violence symbolique sur cette actualité politique. Et avec ça, je termine sur Caroline Schneemann, et surtout le plus important, que je voulais vraiment faire ce lien avec vous, c'était cette idée de dépasser justement, de dire que Yves Klein a été pour elle une figure d'inspiration, mais qu'elle l'a très vite identifié comme quelque chose qu'elle voulait dépasser, notamment pour son côté, son regard un petit peu fétichisateur sur le corps de la femme qui est un simple outil et qui n'est pas acteur puisque c'est lui qui donnait les consignes, comme un chef d'orchestre. Alors qu'elle, elle va vraiment s'investir dans ses performances et elle va être partie prenante de ça. Par exemple, lors d'une monstration de Midjoy, elle a été prise à partie par un spectateur qui était complètement outré par la performance et qui l'a traînée en dehors de la performance et a voulu l'étrangler. Et donc, elle s'est fait sauver par deux autres performeuses et elle est retournée tout de suite agir et jouer dans cette performance sans se laisser impressionner, et vraiment en continuant à interpréter et à détourner cette sorte de violence physique qu'elle venait de subir. Et l'épisode, les nombreux épisodes, parce que là j'en ai sélectionné quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup où
elle va vraiment démontrer qu'elle a eu énormément de difficultés dans sa carrière, et notamment aussi par le fait que personne n'a acheté ses œuvres. Les institutions voulaient bien l'exposer, et encore pas toutes. Mais par exemple, le MoMA a commencé à s'intéresser à sa pratique artistique et à ses œuvres seulement tout à la fin de sa vie. Et en ayant été vraiment dans l'ignorance la plus totale pendant toutes les décennies qu'elle a vécues à New York en plus. Et ça, elle le voit, et elle écrit dessus aussi. Ce fait que même si effectivement c'est difficile, et puis c'était encore plus difficile dans les années 60-70, de se dire comment est-ce qu'on achète une performance, comment est-ce qu'un musée peut rémunérer un artiste pour ça. Euh, Ça, c'est des choses qui ont évolué assez récemment. Mais pour elle, il y avait vraiment une sorte de dédain, quoi. De dédain, et sa reconnaissance est venue bien plus tard, quand il y a eu aussi des historiens et historiennes de l'art et critiques d'art qui ont écrit sur elle et qui étaient déjà d'une autre génération, en fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, cette première partie sur Caroline Schneemann, qui est quand même une artiste qui est assez peu connue, et souvent assez superficiellement connue, justement, un peu pour cette espèce de côté un peu sulfureux avec la nudité. Mais il y a vraiment un discours philosophique derrière qui est très riche de références, très cultivé, très philosophique aussi, et engagé politiquement, et que je trouve très intéressant. On continue donc avec Piero Manzoni, qui est un artiste italien, qui lui a eu une vie beaucoup plus courte, puisqu'il est né en 1933 et décédé en 1963. Néanmoins, qui est un artiste essentiel de l'art contemporain, et qui est aussi un artiste assez peu connu. Qui d'entre vous connaît Piero Manzoni? Ok. Bon, j'ai une utilité. C'est bien. Qui connaissait Caroline Schneemann? Ok, d'accord. Donc effectivement, Yves Klein, je pense que c'est une référence quand même assez universelle, mais ces personnalités-là sont extrêmement intéressantes aussi, justement parce qu'elles sont un peu plus dans la marge. Notamment Piero Manzoni, qui a eu effectivement une vie très courte, mais qui a des œuvres qui sont extrêmement intéressantes et qui s'inscrivent vraiment dans la veine de Marcel Duchamp, qui a été, donc Marcel Duchamp, l'artiste a vraiment imposé, avec plus ou moins de difficulté, le ready-made, donc vraiment l'incursion de l'objet dans l'art contemporain. Pour rappel, Marcel Duchamp, c'est celui qui a fait Fountain en 1917, donc il a retourné l'urinoir qu'il a mis sur un socle, qu'il a signé avec un pseudo. Alfred Stieglitz a pris des photos qui ont été publiées dans sa revue, ça a créé un tollé, l'œuvre a été complètement oubliée pendant plusieurs décennies, et dans les années 50, on redécouvre ce ready-made de Marcel Duchamp, et ça va influencer absolument toute la création contemporaine jusqu'à aujourd'hui encore. Et en fait, Piero Manzoni, lui, il est vraiment dans cette veine-là, mais il va se l'approprier de manière très particulière, vous allez voir. Donc c'est un artiste qui va préfigurer deux courants essentiels de la deuxième moitié du XXe siècle, l'art conceptuel, donc la mise en question de la nature de l'objet d'art. Est-ce que vous voyez One and Three Chairs, cette œuvre où il y a une chaise réelle qui est posée contre un mur, une photo de chaise qui est accrochée à côté, et une définition textuelle de ce qu'est une chaise qui est accrochée au-dessus. Donc ça, c'est vraiment une définition de l'art conceptuel, ce lien avec la question de l'image, de l'apparence, de la vérité, des liens entre le visuel et l'écrit. Et vous allez voir que Manzoni a vraiment préfiguré ça, mais pas que, puisqu'il a aussi préfiguré l'arte povera, mouvement italien principalement. Et donc, il décède en 63, et en 67, Germano Celant, qui était le critique d'art qui avait un peu réuni tous les artistes de l'arte povera, va organiser la première exposition de cette forme d'art à Gênes, donc avec Fontana, Gilardi, Cunelis, Mario Merz, Pascali. Pour celles et ceux qui étaient là à ma conférence sur l'art écologique il y a longtemps, il y a 2 ans je pense, on avait vu Piero Gilardi, qui était un des premiers artistes à faire de l'art écologique dans les années 60-70. Et si vous ne connaissez pas Pino Pascali, c'est un artiste qui a fait 1 mètre cube de terre, qu'il accroche en fait au mur ou au plafond des galeries. Et c'est juste 1 mètre cube de terre condensé, compressé.
C'est des œuvres qui sont vraiment très très liées entre arte povera et art conceptuel. C'est pas forcément deux mouvements qu'on a tendance à rapprocher, mais ils sont quand même assez proches et surtout voisins en termes de date. Une autre date importante dans la vie de Piero Manzoni, c'est 1961, où il va signer des corps vivants à la galerie La Tartaruga, donc à Rome, qui va appeler ses sculptures vivantes. Mais on va en rediscuter. Une chose très importante à savoir sur Manzoni, c'est qu'il s'inscrit vraiment dans les expérimentations qui se font dans les années 50-60 autour de la question du monochrome. Sauf qu'ici, Manzoni ne va pas du tout utiliser de peinture. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tremper cette espèce de tissu que vous voyez accroché sur la toile dans de la colle et qui va y mettre dessus des pigments de kaolin, donc c'est la matière de la céramique, et il va attendre que ça sèche de manière, sans y ajouter autre chose, et c'est ce qu'il va appeler des achromes, donc comme monochrome, mais sauf qu'il n'y a pas de couleur du tout, donc c'est achrome. Et ça, c'est des tableaux qui sont quand même très peu connus et en même temps qui arrivent à pousser la peinture vraiment à ses limites maximales. Donc on n'est plus du tout dans la figuration, on est presque même plus du tout dans la peinture. Mais en tout cas, il y a une certaine matérialité et il y a vraiment une idée aussi de transformer la peinture en autre chose. Donc ça, c'est pour la partie picturale de son œuvre. Après, le reste va être complètement différent, vous allez voir. Voilà, celle-ci, vous la connaissez, je pense. Qui ne connaît pas cette œuvre? Ok. Alors, c'est pas compliqué, donc ça s'appelle Merda d'Artista. Donc, 1961, bah, c'est littéralement une petite boîte de conserve avec des excréments de l'artiste à l'intérieur, bien fermés, plus ou moins bien fermés. Et il en a fait 90 qu'il a étiquetées de manière commerciale, qui sont toutes signées, comme vous voyez en haut là. Et en fait, donc elles ont toutes la même taille, elles sont très petites, 4,8 cm par 6. Et en fait, l'idée, c'était d'indexer le prix de ces boîtes de conserve sur le prix du grammage en or. C'est-à-dire que là, il y avait 30 grammes d'excréments dans cette boîte, conservés au naturel, c'est précisé sur l'étiquette, et qui était indexé au prix de 30 grammes d'or. Ça, c'est ce qui devait se faire initialement selon les vœux de l'artiste. Alors évidemment, ça a complètement changé quand ses œuvres ont pris une énorme cote, parce que bon, lui n'en a jamais bénéficié, hein, c'est un artiste qui a été pauvre toute sa vie, donc il est décédé très jeune d'une crise cardiaque. Mais en tout cas, ses œuvres sont encore aujourd'hui vendues. Là, je vous ai mis en 2015 lors d'une vente aux enchères à Christie's, chez Christie's à Londres. Donc il y a une de ces boîtes qui a été vendue pour plus de 202 milliers d'euros. Donc c'est plus du tout indexé sur le prix de l'or, hein. C'est beaucoup moins cher sinon. Et ce qui est très drôle, c'est que l'idée... Alors, il y a une légende, hein, je ne peux pas vous dire à quel point c'est vrai ou pas, mais certaines de ces boîtes se sont mises à fuir au bout d'un moment. La légende dit que Piero Manzoni avait tout prévu avant et qu'il avait organisé en sorte, qu'il avait fait en sorte que y en ait certaines qui se détériorent plus vite que d'autres, qui se mettent à fuir. Et évidemment, ça pose d'énormes problèmes en termes de conservation de l'œuvre, mais aussi de son exposition, puisque quand elles ont commencé à fuir, elles avaient déjà 40 ans de maturation. Donc avec vraiment des problèmes. Mais imaginez, vous achetez ça plus de 200 000 euros. Et en même temps, il y a quand même des choses à savoir qui sont intéressantes. C'est que, premièrement, on n'a aucune information de savoir si c'est exactement des excréments de l'artiste ou pas. Et en plus de ça, c'est même pas ça qui est important, puisque c'est vraiment là où l'œuvre est conceptuelle, dans l'idée où on veut acheter quelque chose qui vient de l'artiste et du plus profond de ses tripes. Mais en plus de ça, il y a vraiment un aspect de moquerie extrême de l'artiste lui-même, qui, il faut le rappeler, quand on entend ses proches témoigner de l'époque où il a fait cette œuvre, jamais il n'aurait pensé que ça se vendrait. D'ailleurs, ça ne s'est pas du tout vendu pendant son vivant, vraiment. Et c'est pour ça que c'est ce qui met un peu en doute cette légende de « il avait tout prévu à l'avance », parce que jamais il se serait imaginé
que ça pourrait se vendre à des prix aussi chers et être exposé dans des musées, puisque lui, lors de sa courte vie, la réception de ses œuvres, elle a été terrible. C'était vraiment une moquerie extrême, personne ne le prenait au sérieux à part ses amis les plus proches. Il y a vraiment une réception de ses œuvres qui était absolument... qui était très très dure, quoi. Il y a une main qui se lève. Oui, on peut imaginer que certaines boîtes aient été vides, ouais. Après, je pense que c'est... Voilà, mais alors, justement, ça pose vraiment question aussi sur la spéculation, sur le gonflement des prix, et puis ça pose question sur qu'est-ce qui fait art et qu'est-ce qu'une œuvre d'art, parce que pour lui, à l'époque de sa vie, justement, c'était un artiste qui était extrêmement politisé, extrêmement anticapitaliste, contre le marché de l'art, et donc la récupération de ses œuvres et la vente à ces prix extrêmement élevés, euh, ça pose vraiment question aussi sur comment est-ce qu'on récupère son propos politique. Et surtout, à qui va cet argent? On continue. Voici une œuvre intéressante qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle Le Socle du Monde, entre parenthèses, hommage à Galilée, qui date de 1961. Donc c'est un socle en acier corten qui est retourné, donc il y a écrit dessus Socle du Monde. Il se trouve dans une petite ville au Danemark. Et en fait, avec cette œuvre, Piero Manzoni produit l'œuvre d'art, le ready-made le plus grand du monde, puisque c'est tout simplement la terre entière qui est mise sur socle. C'est vraiment ça l'état d'esprit, la philosophie et surtout l'humour de cet artiste avec des œuvres telles. Et il va en faire tout un tas de très différentes. Donc je vous parlais tout à l'heure de ces sculptures vivantes, donc il va signer du coup comme ready-made extrême des personnes vivantes qu'il va donc offrir ou vendre à des amis. Mais il va aussi faire d'autres choses. Les corpidaria, où il va vendre simplement des petits sachets avec son souffle. Aussi des œufs durs où il va juste apposer une trace de son pouce avec de l'encre dessus et il va proposer au public qui vient les acheter de les manger directement devant lui afin de dévorer l'œuvre d'art elle-même. Ensuite, il va faire tout un tas d'autres socles sur lesquels il va demander, en fait, ça va être ses socles magiques comme il les appelle, il va demander aux spectatrices et spectateurs de se mettre dessus et de devenir l'œuvre d'art. Et on est toujours dans les années 50-60, hein, vraiment dans un moment où faire ce genre d'expérimentation-là est tout à fait novateur. Et tout à fait mal reçu surtout. En tout cas, peu importe ce que l'on pense de Manzoni, c'est important de connaître aussi son positionnement dans l'histoire des arts et le fait qu'il était vraiment extrêmement novateur aussi dans toutes ces expérimentations qui vont avoir lieu après. Par exemple, Yves Klein s'est aussi inspiré de Manzoni dans le sens où il y a eu l'exposition du vide d'Yves Klein à la galerie Iris Clair, qui était simplement une galerie vide, et ensuite qui a été reprise après avec l'exposition du plein où c'était l'inverse. Et toutes ces démarches expérimentales, conceptuelles, qui vraiment venaient remettre en cause le statut même de l'œuvre d'art, sont aussi nées et sont aussi, ont trouvé origine aussi par les expérimentations de cet artiste qui est mort assez jeune et qui a quand même qui a jamais expérimenté en fait toute l'influence qu'a eu son œuvre par la suite. Orlan, qui n'est pas morte du coup, comme vous pouvez le constater, elle est née en 1947, enfin en tout cas j'espère qu'elle n'est pas morte encore, au moment où je vous parle. En tout cas, je vous ai mis ici donc une image de sa tête actuelle que vous connaissez, je pense, toutes et tous, et aussi une petite liste de tout ce qu'elle utilise pour faire de l'art, donc sculpture, photo, performance, vidéo 3D, jeux vidéo, réalité augmentée, techniques scientifiques et médicales, comme vous le savez, chirurgie et biotechnologie. Et c'est une artiste qui est connue pour tout un tas de choses. Et pour les personnes qui sont allées voir l'expo aux abattoirs, vous savez que c'est une artiste extrêmement politisée qui a toujours défendu le fait que les femmes puissent faire de l'art et qui a eu beaucoup, beaucoup de critiques de la part de journalistes ignorants, l'art abaissant, enfin étant vraiment très, très virulent. Je me souviens, aux abattoirs, il y avait une expo où elle répondait vraiment à un journaliste qui l'interviewait et qui l'a complètement rabaissée. Elle lui a cloué le bec et elle était extrêmement jeune en plus avec un aplomb et une confiance en soi énorme.
Donc c'est une artiste qui est très connue internationalement aussi, et qui a commencé sa carrière très très jeune, notamment ici avec une œuvre très connue qui est Le baiser de l'artiste de 1975, donc performance à la FIAC, où elle monnayait littéralement l'échange de baisers, et donc ça lui apportait une célébrité assez importante, mais aussi beaucoup de critiques et même des réactions parfois très violentes devant elle, outrée, scandalisée, la traitant, l'insultant, etc. Elle est originaire de France, de Saint-Étienne exactement. Euh, je sais plus, j'ai pas noté ça, mais à un moment donné, elle fait une référence à Saint-Étienne. Je sais plus si je l'ai, non, je l'ai pas. Bon, bref, mais en tout cas, elle a été en école d'art à Saint-Étienne et elle est française, ouais. Elle s'appelle, si je me souviens bien, Mireille. Mireille Porté ou Porte. Avec tout un tas de second prénoms assez drôles comme Francette, des choses un peu vraiment très tradis français, quoi. Et elle a justement changé son nom et utilisé un pseudo. Et elle raconte ça par rapport à un rendez-vous qu'elle avait eu chez son ou sa psy. Et où en signant le chèque, en fait, elle s'est trompée avec son nom de famille. Au lieu d'écrire porte ou portée, je sais pas comment ça se prononce, elle a écrit morte. Et là, elle s'est dit, waouh, ok, qu'est-ce que c'est Et en fait, elle s'est rendue compte qu'en décomposant, en ne gardant en fait que les deux lettres qu'elle préférait de son nom de famille, qui étaient O et R, elle pouvait faire quelque chose. Et ça a donné d'abord Orlan avec L-E-N-T, Or plus loin Lan, et puis Orlan comme c'est connu aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle insiste beaucoup pour qu'on écrive son nom en lettres majuscules, parce qu'elle n'a pas envie d'être mise dans des cases et qu'elle a envie d'assumer le fait qu'elle existe, qu'elle prend de la place, qu'elle fait du bruit. Enfin, c'est vraiment très très toute son image, toute sa présence est très contrôlée et très politisée. Donc Orlan, ce qu'on sait en général un peu moins, c'est qu'elle a fait beaucoup d'emprunts à d'autres œuvres et qu'elle s'est beaucoup intéressée justement à l'histoire des arts. Et ici, on en a un exemple avec Orlan en grande odalisque, donc référence vraiment à Ingres. Et je vous ai mis un autre exemple plus tard, je reviendrai dessus. Ce qu'on sait le plus souvent d'Orlan, c'est l'enchaînement d'opérations de chirurgie esthétique qu'elle a fait sur son propre corps. Donc rien qu'entre 1990 et 1993, il y en a eu 9. Et c'est des véritables performances qui sont filmées, qui sont parfois même retransmises en direct, où elle va en fait vraiment choisir ce qu'elle va faire pendant le temps de l'opération. Donc elle est complètement éveillée et elle va lire des extraits de texte, elle va prendre à partie les personnes qui sont dans le bloc opératoire. Il va vraiment y avoir une mise en scène de ce moment où elle passe sur le billard et chaque performance va avoir un nom qui fait référence à quelque chose. Donc c'est vraiment toute une mise en scène très spécifique. Et elle fait ça donc à New York parce que c'était plus facile à l'époque de trouver une équipe de chirurgie plastique pour faire ça qu'en France. Je vous lis une citation d'Orlan. Chaque opération correspondait à une esthétique volontairement différente, avec l'idée qu'il y a autant de pression sur le corps des œuvres d'art qu'il n'y en a sur le corps tout court. L'art doit bousculer nos a priori, bouleverser nos pensées. Il est hors norme, il est hors la loi. Donc Orlan, c'est vraiment une personne qui a utilisé son corps comme médium de création et elle a vraiment fait ça pour imposer une réflexion sur l'aspect, sur la beauté. Et cette réflexion, elle va la continuer avec un travail à la fois de mise en scène d'elle-même, mais aussi de collage photographique, de fusion de diverses images entre elles. Comme ici, avec une photo extraite de sa série des self-hybridations. Il faut savoir qu'Orlan a beaucoup voyagé et a beaucoup voyagé en Afrique. Et notamment, cette self-hybridation-là est donc très intéressante parce qu'elle pose vraiment cette question du labré et ce qui met vraiment, enfin, qui cristallise vraiment cette idée de les critères de beauté dépendent vraiment de où on se trouve. Parce que justement, dans les communautés africaines où le labré est légion, le fait de ne pas en avoir, ça peut justement vraiment jouer aussi sur notre apparence sociale et culturelle dans le groupe.
alors que si on mettait un labré en Occident, ce serait beaucoup plus compliqué de se faire accepter. Et elle va vraiment assumer cette posture-là politique de la beauté, notamment avec les 2 implants que vous voyez qu'elle a au-dessus des arcades sourcilières, qui sont en fait des implants de chirurgie esthétique qui sont initialement mis en haut des pommettes pour rehausser les pommettes qui tombent. Et elle va les retourner, elle va les détourner. Et elle va justement vraiment assumer cette beauté-là qui est la sienne. Et voilà, c'est ici en fait le lien que je voulais faire avec Saint-Étienne. Donc, femme sur masse avec labré et visage de femme euro-stéphanoise avec bigoudi. Donc, il y a vraiment cette acculturation, ce mélange entre diverses esthétiques de la beauté. Et là où je voulais en venir tout à l'heure avec les références à l'histoire des arts, c'est vraiment surtout ses travaux par rapport aux drapés, aux plis. Elle a fait aussi des performances liées à ça. Et donc ici, vous avez ces 3 robes sans corps qui sont donc des sculptures de plis et qui montrent aussi la complexité et la diversité de la carrière d'Orlan. Donc on connaît souvent une seule chose un peu superficiellement. Et en réalité, il y a tout un tas d'approches très différentes à sa carrière et qui montrent justement que c'est une artiste qui s'est beaucoup questionnée, qui s'est beaucoup remise en question et qui a beaucoup aussi décliné tout un tas de thématiques différentes, même si c'est vrai que l'autoportrait a toujours été quelque chose de très important dans sa pratique, notamment ici avec la suite de sa série Self-Hybridation, qui est la plus, des images qui sont beaucoup plus contemporaines. Et c'est toujours ce lien avec l'extra-occidental, avec d'autres cultures, d'autres manières de voir la beauté et de se fondre dans le décor, entre guillemets, comme on le voit ici. Et c'est toujours dans cette dynamique, dans cette logique philosophique de superposer le corps modèle, le corps outil, le corps objet, le corps sacré et le corps comment dire, violenté quoi, dans sa performance, le baiser de l'artiste. Elle laisse vraiment son corps aussi aux réactions du public. Donc il y a vraiment une notion d'exposition aussi, et toujours ce jeu entre l'image un peu inspirée de l'histoire des arts occidentales de la Sainte Vierge et de Marie-Madeleine dans un même corps. La femme sacrée et la femme prostituée ou la femme objet. Il y a vraiment cette réflexion-là sur l'utilisation du corps. Et donc je vous disais que Orlan a aussi été renvoyée d'un poste qu'elle occupait en tant qu'éducatrice pour sa production artistique. Donc c'est quelque chose qui avait vraiment des conséquences directes sur sa vie et sur sa manière de pouvoir survivre. Et ça, c'est un lien qu'on peut faire aussi avec Caroline Schneemann. Et alors, Piero Manzoni n'a jamais vraiment eu ce souci parce qu'il était issu d'une famille aristocratique, ce qui rend quand même les choses plus simples. Mais par exemple, Caroline Schneemann, c'est une femme qui, son père n'a pas voulu payer pour ses études en école d'art et elle a dû tout le temps cumuler les petits jobs pour pouvoir faire ce qu'elle voulait. Donc, c'est des petits détails un peu intéressants à avoir sur ces vies très difficiles, je pense, d'artistes femmes pionnières, que ce soit aux États-Unis ou en France. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à cette présentation, en sachant que j'espère que vous n'avez pas été choqués ou déstabilisés. Ça pose évidemment tout un tas de questions sur qu'est-ce que nous, personnellement, on considère être une œuvre d'art. Et quand on touche à la performance, on est vraiment dans quelque chose de très particulier parce que c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut garder, on peut garder que des traces. Et surtout, il y a vraiment cette volonté de créer une expérience et de ne pas créer quelque chose qui peut prendre de la cote sur le marché de l'art, qui peut être vendu. Enfin, c'est très spécifique. Donc, ce que nous verrons quand on se retrouvera le mardi 3 janvier, après avoir bu beaucoup d'eau après le Nouvel An, c'est la question de notre fascination pour l'image du corps souffrant. Et là, on va aller beaucoup plus loin dans l'image notamment de la violence. Donc si c'est des questions qui sont un peu sensibles pour vous, on reste toujours sur cette même logique un peu de si vous vous sentez pas bien, vous pouvez sortir. Enfin, il n'y a pas de souci, mais on va vraiment être plus, on va pousser encore plus loin dans cette veine de la performance en passant aussi par la peinture et par la photo. Donc ça va être, je pense, un mix assez intéressant.
J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci.